Quand je t'ai vu sur scène la semaine dernière, je me suis juste dit, mais pourquoi ? T'es up quoi quand t'es sur scène. Je me dis, toutes les comédiennes qui disent que c'est dur, c'est des comédiennes ratées. Moi je ferais pas partie de ceux qui ratent. Cette semaine, j'ai l'honneur de recevoir Rosa Burstein, humoriste, comédienne et autrice. Rosa, c'est un peu la copine que l'on a tout envie d'avoir, celle qui n'a pas de tabou, celle avec qui on peut parler de sexe, de relations foireuses, celle avec qui on peut aussi bien rire que pleurer. Qu'est-ce qui ferait que t'arriverais à aimer ton corps ? Je disais, moi je suis bouboule. Kate Winslet change tout pour moi. Je me dis, j'ai l'impression qu'elle est moins maigre. Et je me dis, je veux être belle comme elle. J'ai perdu du poids quand j'ai commencé à devenir un peu méchante. Il y a eu un truc de rac. Et ça ressemble à quoi ta première expérience de stand-up ? Pourquoi on est là ? Qui sommes-nous ? Qui est dans la salle ? Et moi j'avais très honte d'être tombée amoureuse à 2 reprises d'hommes mariés. Tellement gênant enfin. Et j'aurais pas eu envie de faire un stand-up sage. Comment tu le vis juste quand ça bide ? C'est traumatisant de bider. Quand tu bides, c'est tellement violent, je m'en remets pas. Pourquoi on s'inflige ça ? Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Rosa Burstein. Bonjour Rosa. Bonjour Louise. Est-ce que tu vas bien ? Est-ce que t'es bien installée ? Tellement bien reçue avec ce matcha extraordinaire que tu maîtrises à 100%. Merci. Écoute, franchement, c'est parce que le matcha est bon et parce que j'utilise du lait d'avoine. Avec un autre lait, pour moi, ça ne marche pas. Rosa, je suis ravie de t'accueillir sur InPower. Surtout qu'en plus, j'ai la chance de voir ton spectacle la semaine dernière. Il y a pas mal de sujets que j'ai envie d'aborder. J'ai même fait une petite story, t'as vu, avant de venir, donc je regarderai un moment ce que les gens ont mis, mais... vu que tu parles pas mal de sexe, de couple, de relations, et qu'on n'aborde pas trop ces sujets sur InPower, je me suis dit que c'était l'occasion. Voilà. Et d'abord, pour toutes les personnes qui peut-être ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites ? Bien sûr. Alors, je suis comédienne, humoriste, podcasteuse et autrice, puisque j'ai aussi écrit un livre. Voilà. Ok, il y a plein d'étiquettes qui m'interpellent, sachant que celle que... Enfin, déjà, en fait, quand je t'ai vu sur scène la semaine dernière, je me suis juste dit, mais pourquoi ? C'est-à-dire, à quel moment on se dit... Mais je dis ma vision des choses, parce que moi, du coup, tu comprendras, c'est pas mon truc. Mais à quel moment on se dit, je vais aller m'infliger le fait de monter sur scène, que tout le monde nous regarde, que tout le monde, entre guillemets, nous juge. Tu vois, en fait, je me suis dit vraiment, c'est ça que je trouve beau aussi, les humains sont faits de manière très différente, parce qu'il y en a qui le recherchent et il y en a qui le fuient. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu l'as recherché ? Et ben la scène, en fait, c'était quand j'étais enfant. Je pense d'ailleurs souvent que le fait de monter sur scène ou tu vois de décider d'être dans la lumière, c'est compréhensible de la part d'un enfant, qu'un enfant cherche ça. Moi, ça me paraît toujours bizarre, justement, les gens qui à 40 ans décident de devenir acteurs. Pourquoi ? Mais à 8 ans, j'étais très introvertie, j'avais pas d'amis, j'étais que dans les jupes de ma mère. Et puis, c'est mes parents qui se sont dit qu'ils m'ont mis chez la psy et aussi dans un cours de théâtre pour m'ouvrir, tu vois, pour vraiment... Et donc, les premiers rôles que j'ai faits, finalement, c'était des clowns et des mamans. Quand j'étais petite, la psy elle avait dit que j'avais une petite précocité intellectuelle, mais un retard émotionnel. C'est-à-dire que j'avais du mal à me faire des amis. Et donc, en fait, monter sur scène a vraiment... ça a tout changé. Ça m'a vraiment ouvert, le fait de découvrir l'humour, le fait de parler, en fait, d'avoir des partenaires, et puis de traduire la réalité, en fait, de vivre autre chose, en fait, d'avoir plusieurs vies, d'être vue, d'exister. Et ensuite, c'est resté ma passion. C'est devenu une passion folle et puis une grande, grande joie. Et ensuite, je pense que quand tu commences à monter sur scène et que t'aimes et qu'au contraire, que ça te sauve, c'est très addictif. Ensuite, tu peux plus ne plus être sur scène. Je vois, maintenant tu l'écris, tu vois, j'imagine, mais je me dis, comment est-ce que tu as pu passer d'une petite fille extrêmement timide à, sur scène, en fait, cette peur s'envole ? Et je suis restée timide, finalement, un peu moins, mais c'est vrai qu'au moins sur la scène, je l'étais pas. Je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre du... Tu jouais un rôle ? Ouais, je crois que, en fait, c'est comme s'il y avait un cadre, le cadre de la scène, que ce soit pas que tu sois... Il y a les sièges, il y a la lumière, le fait que tu sois un peu au-dessus. Il y a un truc dans l'énergie. Tu sais, même dans le corps, il y a beaucoup d'adrénaline, en fait. Il y a vraiment... tu sécrètes des hormones, en fait. T'es up, quoi, quand t'es sur scène. C'est d'ailleurs, il y a plein de phénomènes un peu paranormaux qui se passent quand t'es sur scène. Tu sais, parfois, moi, je te disais, je reconnais pas les visages des gens que je connais quand je suis sur scène et que je les vois dans la salle. Il y a des trucs où le cerveau fonctionne différemment. Quand t'es sur scène, tu oublies la douleur le moment où t'es sur scène. J'avais eu un truc, il y a 2 ans, j'ai eu des soucis d'oreille interne et j'avais perdu l'équilibre. Et
sur scène, je l'avais, alors que j'étais à 4 pattes en sortant. Donc je pense qu'il y a un truc de survie, de force, c'est ça à mon avis, qui est très addictif, mais qui donne un sentiment de puissance immense. Et je pense qu'ensuite, une fois que tu l'as expérimenté, tu veux le retrouver, et qu'après, oui, tu sors de scène, t'es vidé, mais t'es bien, en fait, t'es bien, et au final, tout va mieux, quoi. C'est presque une thérapie, quoi, comme tu le décris. Bah ouais. Et donc, c'est à ce moment-là, c'est à 9 ans que tu sais que tu veux continuer à faire ça toute ta vie ? C'est ça, alors c'est enfant, et ensuite, en faisant les cours de théâtre enfant, et après avoir vu Titanic, parce que je vois Kate Winslet, et j'étais une enfant grosse, et à l'époque, j'avais vu Pretty Woman et le mariage de mon meilleur ami, le film avec Cameron Diaz et Julia Roberts. Et c'était un peu ça, les images... Meilleurs ennemis ? Non, mariage de mon meilleur ami. D'accord. Ah, vas-y, je l'ai pas vu, je l'ajoute à ma liste. Genre, le film, ça me plaît, moi. C'est pas vraiment une histoire de sororité. Hein, mais ouais. Et donc, tu vois, les images de beauté que j'avais d'actrices hollywoodiennes, c'était Cameron Diaz et Julia Roberts. Et d'un coup, je vois Titanic et Kate Winslet change tout pour moi. Enfant, je me dis, j'ai l'impression qu'elle est moins maigre. Et je me dis, je veux être belle comme elle. Et donc, je veux devenir actrice pour devenir belle. Et c'est ça que je me dis, tu vois, qu'il y a un truc totalement irrationnel et personne ne peut choisir, adulte, de faire un métier pour avoir l'air beau. Enfin, en tout cas, c'est ce que je me dis. Ouais, non mais écoute, c'est marrant, hein, parce que je me rends quand même de plus en plus compte, en échangeant avec les invités que je reçois, que quand même... il se passe quelque chose de l'ordre de la projection de soi quand on est enfant, qui même si elle est superficielle, en fait un rêve profond qui peut vraiment nous épanouir. En fait, ce que je trouve assez terrible, c'est que c'est souvent l'image qu'on va se faire d'un métier qui va nous donner envie de le devenir, comme si en fait en réussissant à exercer ce métier, ça donnera une certaine image de nous et on atteindra ce qu'on recherche, à savoir la reconnaissance, le bonheur... Et en fait, je me dis, mais merde, parce qu'en fait, donc quoi, on est condamné à... Enfin, tu vois, j'ai eu Mathieu Forget récemment, qui est danseur. Et en fait, lui me disait, c'est le fait de voir Usher danser sur scène. En fait, quand il était petit, il le théorisait pas comme ça, mais il s'est dit, putain, je veux être aussi stylé que lui, tu vois. Et en fait, c'est un vrai driver. Et c'est ça que je trouve fascinant, c'est que ça se repose sur rien, si ce n'est l'image, l'identification qu'on va avoir à une personnalité et à ce qu'elle représente. Ouais, c'est pour ça que les images sont si importantes. Et je pense, tu vois, que dans les années 90, quand j'ai vu Kate Winslet, c'était ça, pour moi, peut-être la réussite, mais c'est aussi une époque où il y avait peu de femmes réalisatrices. Peut-être que si j'avais vu à cette époque-là, quoique je sais pas c'est quelle année Jane Campion, la leçon de piano, mais plus de femmes dans un autre rôle, dans un autre cadre. Peut-être que ça aurait été autre chose que j'aurais visualisé, vu, ambitionné. En tout cas, pour moi, enfant, c'était une comédienne que je trouvais belle et qui, intimement, ça me paraissait possible, me paraissait pas si loin de moi. C'est hyper intéressant. T'es née en quelle année ? 89. Ok. Et Titanic, c'est 97. Ah bon 97, Titanic. Ok. Donc ouais, vraiment, quand t'es toute petite, qu'est-ce que tes parents pensent de cette ambition naissante ? Alors, je pense que c'était pas le but au départ en m'inscrivant dans un cours de théâtre. Après, mes parents, mon père était producteur de films d'auteur. Donc de films étrangers notamment, donc il m'amenait beaucoup au cinéma, voir très tôt des films vraiment pour adultes. Et ma mère était journaliste, et puis ensuite elle a arrêté, elle a pas mal bossé avec mon père. Mais mon père, lui, a été vraiment jusqu'à très tard très réticent et très méfiant du métier de comédienne. Je pense qu'il avait une image des comédiennes un peu comme des écervelées. Je pense qu'il aurait aimé un métier plus intellectuel. Il me dirigeait vers l'écriture, la réalisation. Je pense qu'il voulait un peu un mini lui. Je pense que voilà, c'était ça et qu'il aurait aimé que je fasse Hippocane, qui a une normale sup, des études de philo, et puis ensuite des films sur, je sais pas, la Belgique, la prostitution dans un milieu ouvrier. Tu vois, c'était ça
Et ma mère, non, elle, très tôt, elle a eu un rapport plus joyeux à ça. Plus joyeux, plus encourageant. Et même dès le collège, je voulais aller au lycée Monet où il y avait du théâtre. Et elle était vachement pour. Et elle, vraiment, elle voulait que je suive mon ambition. Elle m'encourageait pas à être si scolaire. Mon père, il fallait réussir. Il était fils d'immigrés et il fallait... lui, il était enfant, il était dyslexique. Et moi, qui n'avais pas de problème à parler français, il fallait que je possède ce privilège, que je m'en rende compte et que je le pousse jusqu'au bout. Donc il y avait un peu une contradiction. Et moi, j'ai dû insister et maintenir. Et puis finalement, apprendre à mon père à aimer les actrices. Il aimait les actrices, mais je pense qu'aussi il les avait vues et qu'il savait à quel point c'était un métier dangereux, avec plein de prédateurs autour. Et je pense qu'aussi il avait peur, certainement, que je découvre aussi certaines réalités du métier. Et puis il n'aimait pas le théâtre. Et moi, j'aimais le théâtre. Et puis, je lui ai appris à aimer le théâtre. C'est fort que la transmission soit faite aussi en inversé, on va dire. Que c'est toi qui l'ai initié. Alors, avant de continuer sur tes années de théâtre et de ce qui te conduit à devenir comédienne, juste, j'aimerais faire une aparté sur le fait que tu nous aies précisé que tu étais une enfant grosse. Qu'est-ce que ça a changé, tu penses, dans ton enfance, dans ta vie ? Je crois que ça a tout conditionné. C'est, je me souviens très bien d'être traitée de grosse vache dans la cour d'école. Je me souviens que mon corps était plus gros que celui des autres petites filles. Et j'avais une meilleure amie qui, elle, pour moi, était la petite fille parfaite, tu vois, blonde, avec des nattes, qui faisait de la danse. Je pense même maintenant qu'on dirait peut-être que j'ai été harcelée à l'école primaire. Ça crée un sentiment de différence. Ça crée un peu une distance. J'avais pas d'amoureux à l'école primaire. C'est-à-dire que je voyais les petites filles, les petits garçons qui se faisaient des bisous dans la cour. Et c'est là où moi, j'ai commencé à écrire, en rêvant en fait, en disant... J'étais très amoureuse transie très tôt, mais avec un peu un sentiment de... Ça n'arrivera pas pour moi. Pour les autres, oui, mais moi, c'est mon rêve intime. Et après, oui, il y avait certainement quand même une mélancolie. Et c'était pas... Non, c'était dur, c'était pas facile. Je mangeais beaucoup, et puis en même temps je rêvais de ressembler plus aux autres petites filles et mon père était gros aussi. Je pense qu'il y avait aussi plein de choses qui se jouaient un peu en miroir. Une fois j'avais demandé à ma mère de m'inscrire au cours de danse classique parce que je voulais être comme les petites filles qui font de la danse classique et je me souviens très bien de la prof qui devant moi sous mes yeux a dit ah non, elle va dénaturer mon ensemble. Parce que j'étais pas comme les autres petites filles. Donc elle a dit devant ma mère, éventuellement la danse contemporaine. Et donc j'ai pas pu faire de la danse classique puisque je correspondais pas, j'avais pas le corps pour, mais on m'a fait faire de la danse contemporaine et donc j'étais derrière au fond avec un truc, tu vois, qui faisait et c'était pas ce que je voulais quoi. Mais bon, je m'en souviens très bien de cette scène. Et tu comprends que c'est à cause de ton poids. Je comprends que c'est à cause de mon poids, ouais. Elle dit clairement, elle va dénaturer mon ensemble. Donc je le comprends tout à fait. Et je me souviens que ça crée en fait aussi un truc de haine envers soi, parce que je lisais beaucoup et je lisais aussi des BD, j'adorais lire et je me souviens une fois on était allé, on avait une petite maison de campagne près de Soulac en Aquitaine et il y avait un marché, il y avait une librairie et c'est tout le temps là où je demandais des livres, des Alice détectives, des BD et une fois j'étais tombée sur un truc tout bête d'enfance sur un livre qui s'appelait Rosa la vache. Et je me souviens d'avoir eu un truc horrible en voyant cette couverture qui était un livre pour enfants, en me disant mais donc je suis une vache. Et tu vois, et je me souviendrai très bien de mais donc c'était percé au grand jour. Percé, voilà, mais donc c'est ça, c'est la vérité, mais il y a que ça a beaucoup conditionné mon rapport à l'amour et aux hommes, tu vois, et aussi à l'adolescence, à la puberté, ça je pense aussi énormément conditionné ma relation à la sexualité, tu vois, le corps, le fait de... Qu'est-ce que c'est que d'être reconnu dans le désir, dans le regard de l'autre ? Qu'est-ce que c'est d'un coup de faire l'amour avec des hommes beaux ? Et puis, qu'est-ce que c'est que de ne jamais finalement réussir tout à fait à trouver cette confiance en soi qu'on cherche toutes, quoi. Quand est-ce que tu commences à mettre les mots sur le fait que tu n'aimes pas ton corps ? Mais même à 7 ans, je me dessine et je me dessine... je le dis, je vais chez la pédopsie, quand même, je le dis... que j'aime pas mon corps, que je rêverais d'être comme Kate Winslet. Et puis en parlant, finalement, au fur et à mesure, le rapport au corps s'arrange. Et finalement, tu vois, avec le collège, les années, le fait d'avoir des bonnes notes et de réussir à être première de la classe, l'obsession des notes devient un nouveau truc.
et il n'y a plus le corps, en fait. Je deviens une tête. Et en grandissant, dans l'adolescence, j'oublie, tu vois, c'est ce truc d'enfant. Je me souviens, je me décrivais comme bouboule. Je disais, moi, je suis bouboule. Et puis, à la vingtaine, en devenant comédienne après le bac, c'est là où, alors que je fais un 38-40, les directeurs de casting, et même avant, même vers 15-16 ans, dès que je commence à passer des castings, des regards d'adultes, me font comprendre qu'en fait, je n'ai pas le corps de la jeune femme. Et dès l'un de mes premiers rôles, on me dit, bah non, avec tes formes, plein de manières détournées de dire que j'étais pas suffisamment mince, tu seras la meilleure amie, mais tu seras jamais la jeune première. Et donc, tout ce que finalement j'avais réparé en devenant un peu une férue de théâtre et en étant dans les textes et en oubliant m'est rappelé au moment où je commence à travailler en tant que comédienne. Et ensuite, dans toute ma vingtaine, ça va être de pire en pire. On va vraiment... tous les stylistes, les costumiers, sur les tournages, tout le monde va avoir un discours sur mon corps, sur le fait que je fasse du 38-40, sur le fait que je sois feignante, sur le fait que c'est pas le corps qu'il faut avoir pour être... Voilà. Et donc là, d'un coup, ça va réactiver en fait toute l'insécurité de l'enfance que j'avais quand même plutôt bien soignée à l'adolescence. Comment tu l'as soignée ? Est-ce que c'est en perdant du poids ? Parce que du coup, de ce que tu me décris, t'es quand même passé de... Enfin, tu te décrivais comme grosse enfant. Un 38-40, c'est pas gros. J'ai perdu du poids au collège. J'ai perdu du poids à partir du CM2. C'est marrant, mais j'ai perdu du poids quand j'ai voulu avoir quand j'étais dans le travail. Je crois qu'il y a eu un truc d'ambition. C'est comment dire, d'ailleurs, quand j'ai perdu du poids quand j'ai commencé à devenir un peu méchante. Je me souviens très bien que quand j'étais grosse enfant, j'avais pas beaucoup d'amis ou une amie, une autre amie, et puis dès que le travail de psy aidant et moi voulant reprendre un peu du pouvoir, j'ai eu un acte hyper pervers au CM2 où je me souviens, je m'étais fait une bande d'amis et l'ancienne amie, celle qui me rappelait mes années de grosse, on l'a enfermée dans les toilettes. Il y a eu un truc d'une vengeance et de la violence que j'ai envers moi-même, la violence que j'ai en me voyant dans Rose à la vache. Il faut la sortir. Elle sera... Mais donc, tu vois, il y a eu un truc qui n'est pas forcément sain, hein, mais qui était de... Et ensuite, quand j'ai commencé à être mince à l'adolescence, il y avait aussi ce truc d'un autre rapport au monde. C'était plus un rapport passif, c'était plus un rapport mélancolique, c'était un rapport de je veux être la meilleure, je veux être la première. J'étais très en compétition avec les autres élèves. J'étais jamais la première, j'étais toujours la 3e, 4e, mais je regardais les notes des autres. Et donc, c'était pas avec un caractère belliqueux et pas pacifique. Ouais. C'est fou ce que tu décris. C'est comme si tu avais en fait commencé à adopter en fait un contrôle non seulement sur tes émotions, mais donc sur ton corps et en canalisant tout ça sur tes notes et ta réussite. C'est assez... tu vois, c'est marrant de te demander qu'est-ce qui serait passé si t'étais restée la gentille Rosa. Est-ce que du coup c'est forcément lié à une forme de je sais pas quel terme on pourrait utiliser, mais il a fallu que tu deviennes méchante envers les autres et envers toi-même pour atteindre tes objectifs. Et c'est ça pourtant qui a fait que tu as commencé à t'accepter dans l'adolescence. C'est ça qui m'a fait oublier la question du corps. Ça a été d'entrer dans le monde, en fait. Ça a été de me dire je trouve ma place en fait les notes me permettent de me situer. Ça me permet de comprendre comment exister. Ah, il y en a qui ont 16, il y en a qui ont 14, il y en a qui ont 12, il y en a qui ont 8. Ça m'a donné un combat, en fait. Je me souviens quand je suis entrée au collège, toute la classe, ils avaient des meilleures notes que moi parce qu'ils avaient été dans une meilleure école primaire. Ils étaient tous à Littré, rue Madame. Moi, j'arrivais d'une moins bonne. Et donc, j'étais la dernière en orthographe. Donc, je me suis mise tous les soirs à recopier. La prof de français avait dit, vous recopiez quelques lignes. Et donc, je recopiais. Et c'est comme ça. Et ensuite, je lui ai apporté. Et ensuite, je lui ai montré. Et je me faisais traiter de Fayotte à gogo. Le Fayotte a replacé la grosse vache. Je me suis fait ensuite traiter de Fayotte. Parce que je voulais vachement la reconnaissance des profs. Et donc, je lui ai montré. C'est comme ça, je suis devenue bonne en orthographe. Et ensuite, ça a été ça le chemin. C'était trouver la façon de trouver une place en compétition par rapport à d'autres. Et de me situer là-dedans. Et trouver ta valeur là-dedans aussi, quoi.
Ouais. Après, j'ai jamais non plus. Je me suis jamais finalement trouvée jolie. Hein. J'étais pas. Oh, mais ta valeur même au sens Ouais. académique, enfin, C'est ça. la valeur que tu n'as pas réussi à trouver, la validation que tu n'as pas réussi Voilà. à trouver de par l'apparence physique, Exactement. tu as souhaité la trouver par Dans les- l'académique. Exactement. C'est comme ça que voilà. C'est là-dedans que je me suis trouvée. Et ensuite, j'ai quand même continué un peu à aimer en secret, à pas oser dire. Et puis, à un moment, j'ai osé le dire. Que t'aimais? Ouais. J'ai C'est osé- celui dont tu parles dans le Joachim, spectacle? ouais. Joachim. Ouais. Celui à qui t'as écrit. Attends, Ouais. j'essaie de me souvenir. Est-ce que c'est 21, 18? 30. 30 messages, ouais, 30 points d'amour. Oui, en cinquième, je me dis, je cesse d'aimer en secret. Je me dis, j'ai peut-être qu'un mec, un garçon pourrait m'aimer en retour. Et moi, déjà, à 12 ans, j'ai l'impression d'être hyper en retard. J'ai l'impression que, tu sais, que déjà Ouais. plein de petits garçons et de petites filles ont osé se tenir la main dans la cour, ont osé avoir de... Alors que moi, je me dis, ok, c'est la première fois que je vais... Et après, oui, après, on sort ensemble. Il me quitte après la colo. Mais en tout cas, voilà, c'est le premier chagrin amoureux. Et au moins, le premier chagrin amoureux me donne l'opportunité d'avoir un chagrin amoureux. Ouais. Et d'en retirer tous les enseignements. Ouais. Ok, bon, de toute façon, on y reviendra aussi de ce rapport à l'amour que tu partages beaucoup. Donc, si on revient à la fin de tes études, donc t'as fait, tu me disais, un lycée spécialisé théâtre? Oui, je réussis à quand même convaincre mon père et je vais en première au lycée Racine en horaire aménagé théâtre. Je me retrouve avec des danseuses, des musiciennes, il y avait beaucoup de nanas, mais quelques garçons. C'est une super année. Ça ressemble à quoi tes journées en horaire aménagé? Le matin, cours, école, et l'après-midi, je vais au conservatoire d'arrondissement du centre 11e à l'époque. Et donc, j'apprends des scènes de théâtre. Je suis la plus jeune, je répète, je travaille des scènes de théâtre. Je passe un peu déjà des castings qui marchent pas trop parce que je corresponds pas à beaucoup de castings pour des rôles d'ados rebelles, alors que je suis pas du tout rebelle. Et puis... ensuite, en terminale, je dis carrément que je veux arrêter le lycée pour faire encore plus de théâtre. Mais je quitte le conservatoire du centre 11e, je fais un mois au conservatoire du 16e, ça me convient pas, et je vais au cours d'adultes de Jean-Louis Biorot, et je fais les devoirs du CNED à distance. Tes parents réagissent comment quand je leur dis j'ai envie d'arrêter la terminale? Ah, mon père veut pas du tout, pour lui c'est un échec. Il faut rester scolarisé, c'est pas bien de se déscolariser. Pour lui, un enfant déscolarisé, c'est plutôt synonyme de problème. Donc, il fait tout, il insiste pour que je m'accroche. En fait, je quitte aussi je détestais la prof de français qu'on avait eue en première. Et on la retrouve en terminale et je fais un esclandre auprès de la proviseure pour changer, pour avoir une autre prof de français. C'était tellement important pour moi. Et ça n'a pas lieu. Et je dis, bah alors j'arrête tout. Et ma mère me suit aussi là-dedans. Ma mère me dit, qu'elle arrête tout. Mais c'est pas forcément... Ma mère elle a une espèce de fantasme de sortir du monde, voilà, et qu'on vive sur notre petite île toutes les deux ensemble. Mon père préfère que je reste dans la réalité il y a des insatisfactions, il y a des frustrations. Parfois on n'aime pas sa prof de français 2 ans de suite. Je gagne et donc je prépare le bac en allant avec mes livres. J'ai eu un tips de la part d'une prof de français comme quoi la bibliothèque Mazarine, on pouvait y aller en faisant une carte. Et donc, c'est à l'Institut de France, devant le Pont des Arts. Et c'est très beau. Il y a que des savants. Et je vais là, à 17 ans, avec mes cours, et je prépare. Et puis non, après, voilà, mon père est pas content, mais c'est comme ça. Et il espérait que je fasse Hippocagne-Cagne. Moi, je perds pas d'esprit que peut-être je ferai Hippocagne-Cagne si j'ai une mention au bac. Mais finalement, j'ai pas de mention. Et je fais une fac de ciné et des études de théâtre. Mais donc, t'as ton bac? Ouais, j'ai mon bac, alors mention assez bien, grand drame. Tu vis comment l'année déscolarisée à distance? Parce que c'est pas commun, je trouve, de passer son bac à distance. Enfin, surtout cette année-là, tu vois, limite la seconde, où t'as pas d'examen. Là, c'est pas dur d'être son propre prof? Eh ben, c'est pas dur du tout pour moi, j'adore. Mais après, c'est très bizarre. Dans le sens où je vais très loin. C'est-à-dire, je me souviens, j'avais même une amie en première, Marie, qui, elle, ne comprend pas ce choix. Qui me dit «
Ah, c'est chiant pour la prof de français, c'est pas grave, on ira boire des cafés après, on ira manger ensemble. Enfin, j'ai des copines, je suis pas du tout harcelée dans cette classe, je m'entends très bien avec tout le monde. Mais j'avais vu une autre ado, Anne-Claire, quitter aussi le lycée parce qu'elle voulait faire du violon tout le temps et devenir violoniste. Et je m'étais dit, c'est Anne-Claire qui a raison, c'est elle qui est à fond. Et donc, en fait, même je cesse carrément, je coupe, je vois plus vraiment mes amis du lycée. Et donc cette amie, je pense, se ressent d'un coup hyper abandonnée. Et après, moi, j'ai mon propre impératif catégorique. Je fais mes journées toute seule, mes machins, mes trucs. J'ai des premières histoires amoureuses et sexuelles assez tôt, tu vois. Je suis en terminale. Je tombe amoureuse d'un gars dans mon cours de théâtre que je vois qui fait des graffeurs, tu sais, dans le métro et tout. Hyper rebelle. Rebelle de ouf, ça tout le temps, avec un énorme kyste sur la joue. Mais pour moi, je le trouve magnifique. Un mec très chelou avec tout le temps des lunettes de soleil. Même genre, on se retrouve, on va faire l'amour. Enfin bref, j'ai un peu, je pense, l'envie d'avoir une vie d'adulte déjà. J'en ai marre du lycée, j'ai envie de... Mais en même temps, je suis toujours hyper scolaire. Donc en fait, je pourrais dire, bah tant pis, fuck le bac, je passe pas. Et non, je fais mes cours et tout machin. C'est une année assez solitaire quand même. Très solitaire, mais ça me va. Et là, ton projet, c'est toujours de devenir comédienne. Ouais. L'humour, ça arrive à quel moment? Est-ce que tu devines... Non, là, tu t'en doutes pas du tout? Ah, pas du tout. Non, pas du tout. Et j'avais une coach de théâtre, Catherine. Non, moi, ce que je voulais déjà à ce moment-là, c'était rentrer au Conservatoire national. Moi, ce que je rêvais du cinéma, je rêvais d'être la comédienne qui fait le conservatoire, puis quelques films d'auteur, et puis qui arrive à alterner un peu une vie entre des belles pièces de théâtre dans le IN et des films d'auteur qui sont récompensés à Cannes. Voilà, à ce moment-là, c'est mon objectif. Et concours. Donc je passe le concours pour l'école du Studio d'Asnières, qui est sur concours, dans laquelle je rentre. Et d'ailleurs, les autres comédiens, parfois, ont fait quelques années avant, dans d'autres écoles, à Florent ou machin. Et moi, j'ai 18 ans, donc je suis un peu plus jeune. Je rencontre aussi 2-3 personnes qui ont mon âge, mais déjà, j'ai une espèce de pression. Et ouais, non, je vais être actrice. Et en fait, très vite, je suis plutôt obsédée par les rôles de tragédie. Mais, dans la tragédie, il y a l'idée de l'excès. Et donc, quand même, il y a l'idée du grotesque. Et même s'il n'y a pas encore le stand-up ni l'humour, il y a l'idée que le drame bourgeois ne m'intéresse pas, que les petits sentiments, les petites scènes. D'ailleurs, certains auteurs m'attirent moins. Je les aime bien, mais je sais que je suis pas une actrice de Marivaux, je suis pas très subtile. Je trouve que les rôles de tragédienne, les rôles de Racine, c'est ceux que je trouve les plus grandioses, les plus fous, aussi les rôles chez Hugo. Et donc finalement, déjà, il y a les prémices quand même de ce qui est l'énergie de l'humour, quoi, de l'exagération. Est-ce que tu rencontres des actrices un peu plus âgées qui ont de l'expérience pour leur demander à quoi ressemble leur réalité? Je te demande ça parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Tu vois, on va fantasmer un métier, se lancer potentiellement à corps perdu dedans pour en fait se rendre compte que le mode de vie qui va avec, ou je sais pas, le rythme ne nous convient pas, ou la façon dont on est traité ne nous convient pas. Et je pense qu'on gagnerait du temps en fait à interroger beaucoup. T'as entièrement raison. Et non, je le fais pas. Je rencontre peu de comédiennes. Par contre, j'ai plutôt des femmes qui ne sont pas devenues comédiennes. En fait, tous les discours de gens autour de mes parents, d'amis de mes parents, de personnes plus âgées, sont plutôt des discours pour me décourager, me dire ah, « tu vas voir, c'est très dur ». J'ai mon oncle, le frère de mon père, qui me dit « ah non, Jeanne Balibar, elle a voulu faire chier son père en devenant comédienne ». Et donc, en fait, je me bouge plutôt les oreilles. C'est-à-dire que je me bouge plutôt les oreilles par rapport à tout ce qui pourrait être des messages décourageants. Et en fait, je crois que même la difficulté, j'ai pas envie de l'entendre. Donc je me dis non. Moi, je ferai pas partie de ceux qui ratent. Et je suis très dure. Je me dis toutes les comédiennes qui disent que c'est dur, c'est des comédiennes ratées. Moi, je serais pas une comédienne ratée. Voilà, c'est ça le truc, l'impératif. Donc non, je rêve. Et je vois pas, et j'imagine pas. Quand même. Et je suis pas aidée par les discours ambiants non plus. Je tombe pas sur des interviews de comédiennes françaises qui partagent le struggle, tu vois. Ça, c'est bien après. Et c'est via des interviews d'actrices américaines qui ont un discours sur l'échec et la difficulté. Comment est-ce que tu affirmes ton exigence et qu'est-ce qui fait que tu te dis, en fait, moi, je réussirai? Eh bah, une forme de confiance.
Tu vois, autant j'ai jamais réussi à trouver confiance dans mon corps. Je pense que je souffre de dysmorphophobie, tu vois. C'est très dur de me voir à l'image. Je vois des trucs, ma meilleure amie se fout de ma gueule. Parfois, j'aime tellement pas mon corps, tellement pas mes bras, que si c'est une vidéo qu'on doit sortir, je demande à mettre les sous-titres sur mes bras pour les cacher. Enfin, des trucs, tu vois, encore aujourd'hui hyper... Donc ça, c'est pas... Et l'amour, c'est... La question de la confiance vis-à-vis des hommes est très compliquée. Est-ce que c'est pour ça que t'es en pyjama sur scène? Ah oui, c'est pour cacher mes bras aussi. D'accord. Je peux, s'il y a plein. En fait, les gens me disent que je suis en tenue de nuit. Oui, mais en tenue de nuit très habillée, puisqu'il n'y a pas un bout de chair qu'on voit. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Non, mais enfin, en plus, moi, je suis team pyjama all the way. Ouais. Mais maintenant que tu me dis ça, je me dis, en effet, il y a peut-être un lien parce que c'est assez rare en spectacle qu'il y ait des tenues de nuit, comme tu dis. Et ça, j'ai l'impression qu'en effet, beaucoup de femmes qui ont connu des variations de poids, en fait, se voient comme elles étaient avant, ou en tout cas ont du mal à se voir comme elles sont maintenant, ont du mal à entendre ce que les autres leur disent. Qu'est-ce qui ferait que t'arriverais à aimer ton corps? Est-ce que c'est si un homme te le dit? Est-ce que c'est si tu perds du poids? Peut-être que si je perdais encore un peu de poids et que je faisais du sport, peut-être que j'arriverais à aimer mon corps, mais je pense que j'ai tellement pas un corps sportif que même en faisant beaucoup de sport, j'ai tellement pas fait de sport enfant et je me fais tellement mal rapidement que je ressemblerai jamais à Gal Gadot. Mais t'as déjà eu, je sais pas, est-ce que t'as déjà atteint le poids que tu t'étais fixé ou autre injonction féminine? Je crois que je me Parce suis qu'en jamais... vrai, maintenant, ouais. t'as le corps de Kate Winslet, tu vois. Je crois que je me suis jamais suffisamment trouvée assez mince, non. Et c'est le 38 le plus ouais, le plus bas que tu aies été. Oui, je suis jamais tombée dans l'anorexie non plus. Je me suis jamais affamée et je me suis jamais fait vomir. Mais j'ai fait tous les régimes possibles et inimaginables. J'ai été toujours obsédée par mon poids. J'ai vu des naturopathes, j'ai fait des cures de jeûne, j'ai fait des jeûnes intermittents. J'ai jamais non plus réussi à cuisiner. J'ai eu des périodes de boulimie contrôlée, tu vois, où je mange que du sucre. C'est vrai que dans le spectacle, ça m'a interpellée, parce que du coup, c'est difficile de savoir ce qui relève de la fiction ou de la réalité. Tu parles à un moment de ta diététicienne. T'en as une? En ce moment, ouais. Ok. Ouais. Et elle te dit quoi manger? Ouais, je fais un rééquilibrage alimentaire. En fait, moi j'ai un truc, je sais pas cuisiner, je cuisine pas. Et c'est vrai que quand je lâche, c'est-à-dire que je suis tellement angoissée, je me mets à manger que du sucre, des gâteaux, du pain, des féculents. Mais il y a plus de nutriments. Il y a plus de nutriments. Plus aucun nutriment. Qu'en fait, c'est pas, je prends pas énormément de poids, enfin, je prends environ 5 kilos. C'est-à-dire que j'ai un corps qui balance entre 60 et 67, tu vois. Donc, je peux monter 60, 65, 67, 60. Quand je suis à 60, je suis bien. Mais décembre, je vais monter à 67. Et la période de Noël, des Ferrero Rocher. Et d'un coup, ça va être un void, en fait. Et ça me fatigue, en fait, aussi physiquement. C'est quelque chose que les gens voient pas autour. Mais en fait, je mange plus rien d'autre que du sucre, que des... Et donc là, celle-là me force à remanger. Alors après, pour le coup, aussi pas mal de protéines. Et puis des légumes, en fait, voilà. Et c'est vrai que ça va mieux, c'est bien, j'en ai besoin. Et ça permet quand même d'être moins fatiguée, d'être moins vif sur les émotions. Il y a plein de choses qui jouent. Après, il faudrait que j'arrive à m'en passer. Il faudrait que j'apprenne un peu à cuisiner. Et puis, peut-être... à reprendre un peu le sport bien. Moi, j'adore la mode quand même, et je suis pas super douée pour les vêtements. Je sais qu'il y a des filles qui ont vachement de goût, mais il y a des marques que j'aime bien, hyper colorées, et je pense que j'arriverais bien à m'aimer dans une prochaine tenue de scène, pas forcément cliché sexy, mais pop. Enfin, je sais pas comment dire, tu vois, il y a un truc où ça, je trouve ça chouette. De trouver son style. Ça, au moins, trouver son style. Je trouve que les vêtements, les looks, avoir un look à soi, un look qu'on aime bien, assumer des choses parfois extravagantes, ça, je trouve ça chouette. Ouais, ça relève de l'expression de la personnalité. Ouais. Mais bon, ça, pour moi, tu peux le faire quel que soit ton poids. Ah bah, évidemment, bien sûr. Et ensuite, le regard que j'ai sur moi... c'est pas le regard que j'ai sur les autres femmes. Parce que je vais avoir sincèrement, en fait, une volonté d'extrême minceur pour moi, et je vais parfois trouver des corps maigres très beaux,
Mais la plupart de mes amis, en fait, je les trouve sublimes et je vois pas. Et puis, quand une personnalité rayonne, c'est évident qu'il suffit que j'ai une amie, une blague, quelque chose dans les yeux. Enfin, je le vois très bien. Il y a ce que je sais de façon rationnelle et il y a les pulsions, les névroses et voilà. Et ce qui est très ancré. Oui, parce qu'en fait, tu l'as dit au début. Tu as dit quand je suis en période d'anxiété, je me mets à manger que du sucre. Et ça c'est vrai que c'est un signal ou est-ce que tu as essayé d'y répondre, tu vois, par un autre comportement En fait, c'est vrai que je pense qu'on a tous et toutes des manières différentes de répondre à l'anxiété. Et est-ce qu'il y en a une bonne ? Je sais pas. Surtout quand... Enfin, moi, je suis un peu comme ça aussi. Si je vais être hyper énervée... ça va me faire plaisir de me dire je rentre et je me fais un bon bol de céréales. Mais bon, après, j'arrive à, voilà, en effet, m'arrêter. Et je pense qu'il y a juste le côté un petit peu réconfort qui est OK. Après, le côté compensation qui, là, en effet, est dangereux quand c'est un rapport, en fait, qui n'est pas juste de plaisir, mais qui est de besoin et qui relève d'un tout le comportement alimentaire, en fait. Ouais. Et qu'on a tendance, à mon avis, trop... sous-estimé ou trop jugé. Et du coup, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui n'en parlent pas. Oui. Parce qu'en fait, va dire bah ouais, en fait, j'ai ouvert le placard de gâteaux hier et je me suis terminé le paquet, tu vois. Tu sais, il y a un rapport à nous-mêmes, femmes qui devons toujours être exemplaires, mesurées, tempérées. Va avouer une forme d'échec, c'est compliqué, quoi. Complètement, il y a beaucoup de non-dits, puis on le dit pas. Ouais, c'est très tabou. Encore plus aujourd'hui, parce que justement, on est féministe, on se déconstruit, donc on va avoir une parole positive, et au final, on va se censurer encore plus de dire ok, je suis tout ça, je suis féministe, je suis pour, mais voilà ma réalité. Voilà, la réalité, c'est que parfois, l'été, je vais à Picard, j'achète des trucs de glace. Moi, je peux pas prendre des petites quantités de sucre. Je peux pas. J'ai besoin de trucs énormes. J'ai besoin de me péter le bide et de limite m'endormir après tellement j'ai bouffé 500 grammes de glace. Je peux pas, je n'aime pas, je prends jamais des cornets parce que de boules, ça sert à rien pour moi. De boules, c'est trop frustrant. Ça me fait juste penser au bac, en fait, que je veux dégober en entier, quoi. Donc, il y a, il y a un truc là-dessus, qu'on n'ose pas dire. Et c'est vrai que moi, j'ai jamais pu tempérer. C'est vrai que c'est énorme. J'ai jamais eu un truc de satiété avec le sucre. Et après, voilà, je l'ai qu'avec le sucre et j'arrive à le mesurer. Mais bien sûr, c'est complètement des TCA, quoi. C'est clair. Bah merci d'en parler, merci de témoigner. Bon, du coup, tu décides, là, t'as 24-25 ans, et tu te rends compte qu'en fait, l'acting, au sens où tu l'imaginais, ça ne te correspond pas, c'est pas ce que tu recherches. En fait, figure-toi, c'est lié à la question de la nourriture au final, puisque c'est à l'époque aussi, en voyant pas mal de sketchs d'humoristes américains parler du corps. De boulimie, de détester leur bide, que je me dis, ah ouais, tiens, c'est marrant, ça me parle. En fait, je commence à consommer du stand-up, et puis aussi, j'ai toujours aimé écrire. J'écrivais un journal intime, j'écrivais beaucoup j'étais forte en français, j'écrivais des poèmes, j'avais écrit un recueil de poésie à 17 ans, mais face à la résistance de mon père que je devienne comédienne et son envie que je sois machin ENS et tout, j'avais arrêté d'écrire. Je m'étais dit, je veux devenir actrice, j'arrête d'écrire. Et donc, après, en sortant des écoles de théâtre, je suis prise par John Malkovich dans Les Liaisons dangereuses. J'ai mon tampon. Il m'a choisie, je suis comédienne. Je fais cette aventure, je suis Cécile de Volanges. Et après ça, je me dis, bon, ensuite, je travaille avec Georges Lavaudan, Peter Stein, et j'ai une carrière de comédienne. Et je m'autorise ensuite à me dire, peut-être qu'alors je peux me réautoriser l'écriture. Donc j'écris un premier court-métrage de comédie qui s'appelle La piscine, et qui est inspiré par Girls, par Lena Dunham, et par la relation au corps. Et donc, c'est sur l'histoire d'une jeune fille qui veut absolument aller à la piscine, mais qui n'arrive pas à sortir de chez elle. J'écris un deuxième moyen-métrage sur Joachim et notre amour d'adolescence en colo. Mais impossible de monter financièrement ce moyen-métrage parce que j'ai des premiers tours de région, de CNC, de chaîne, de machin, mais ça va pas jusqu'au bout, j'arrive pas à ce que le film existe. Et à côté de ça, j'ai découvert le stand-up, ça m'attire, je sais pas si j'en suis capable. Mais il y a deux choses qui se passent, c'est que je me dis, j'ai peut-être envie de tester le stand-up, j'en peux plus de l'écriture audiovisuelle et de la validation de commissions.
J'ai envie que ce soit le public qui décide. J'ai l'impression que c'est très facile le stand-up. Une rencontre, puisque je deviens très proche de celle qui deviendra ma meilleure amie, Adrienne Ollet, et metteuse en scène, qui me dit « je veux te regarder ». Donc je suis pas seule. Je commence à écrire. Elle vient me regarder dans les premiers comédie clubs. Et là, donc, à 29 ans, tu vois, en fin de vingtaine, je me lance dans le stand-up. Et ça ressemble à quoi ta première expérience de stand-up ? Et bah c'est marrant parce que je parlais d'abstinence. Quand je me lance dans le stand-up, faut dire aussi que pendant ma vingtaine, à une période, j'ai pris des antidépresseurs. Et dû à quel facteur ? S'il y en a un. Ouais, bah je pense la violence du métier de comédienne. D'accord. Et aussi, parfois j'avais l'impression d'avoir envie de dire un peu leur cas de vérité aux gens. Et je sentais que c'était mal et qu'en tant que comédienne, il fallait être discrète et fermer sa gueule. Et sinon, on allait être grillé, sinon ça allait se retourner contre nous. Et donc, la culture du silence, quoi. Complètement. Et donc, je me disais, bah, le séroplex, c'est un inhibiteur de la sérotonine. Ça me permettra de, quand je sens que je peux pas m'empêcher de dire ce que je pense, ça m'empêchera de le dire. Et finalement, j'arrête, dû à l'aide de 2 amis qui me font une intervention pour que j'arrête, Kevin et Manon. C'est-à-dire une intervention, ils viennent te voir, ils te disent « Écoute Rosa, tu peux pas prendre d'antidépresseurs. » Ouais, c'était des amis que j'avais rencontrés en classe libre et j'étais partie en vacances à La Réunion avec eux. Et eux, ils étaient hyper sportifs, hyper actifs et moi, j'étais quand même un peu capoute par les médocs. Et donc, résultat, je restais dans ma chambre à bouquiner. Et puis ils me disent « On va boire un café » et sur la plage, devant, il me dit « Bon Rosa, on veut te parler. On pense qu'il faut que tu arrêtes les médicaments et que c'est plus bon pour toi. » C'était hyper cash, quoi. Et moi, je me suis mise à pleurer. « Non, mais vous connaissez rien, puis c'est trop intime, et puis je veux pas, et puis ça vous regarde, et vous savez pas, mais vous connaissez. » Et il me dit « Non. » Et ils me disent « C'est pour toi, en fait. C'est pour là, il faut que tu arrêtes. » Ça fait trop longtemps. Et je me souviens, c'était le Nouvel An, et on fait le Nouvel An, et sur la plage, on lance des ballons chinois, et ils me demandent de faire on fait un vœu tous. Et puis à la rentrée, c'est la rentrée en 2018, j'ai arrêté les médocs, je me lance dans le stand-up et je raconte que j'ai pas fait l'amour depuis 2 ans. C'est ça mes premiers textes. Et puis quelques temps après, je refais l'amour finalement. Et puis en fait, le fait d'arrêter les médicaments et le fait de me dire, bah si en fait Rosa, t'as le droit de parler, fait que je me remets à beaucoup écrire en fait. Et à tout ce que je m'interdisais de dire, je le dis. Voilà, je me dis, voilà, tant pis, je le dis. Et c'est pas trop dur les premières fois de te confronter à ce point-là au public. Enfin, moi, je sais que j'ai vraiment toujours regardé avec grande admiration les personnes qui font du stand-up parce que je me dis, mais ça demande une forme de je sais pas si c'est de confiance en soi ou en tout cas de lâcher prise, d'armure. Mais c'est exposer vraiment toute sa vulnérabilité, quoi. Totalement. Et après, moi, quand je me lance, au départ, je me dis pas, ça va marcher. Hein. Je me dis... Là, tu vois, les ambitions de la vingtaine, des histoires de conservatoire, de films, de Cannes, tout ça, c'est fini. Hein. Je me suis pris tellement de scud dans la gueule. Là, je suis beaucoup plus modeste, je suis beaucoup plus... Et là, je vais tester, quoi. Et puis, soit ça marche, je suis marrante et c'est possible, soit c'est pas grave, j'aurais testé, j'aurais dit, j'aurais essayé, quoi. Et je me souviens, le tout premier plateau, le tremplin, j'appelle... mon amour de jeunesse, Johan, qui est devenu mon meilleur ami et qui est aussi très ami avec Adrienne. Et elle peut pas m'accompagner. Premier plateau, il m'accompagne. On se retrouve avant dans un café dans le Marais. Et je lui lis mon texte, je lui répète. Et puis, il me dit mais non, ça, tu devrais le dire comme ça. Et puis, je fais une crise d'angoisse, je hurle dessus, je dis, je vais pas y arriver et tout machin. Et puis, on y va. Et dedans, je vois que tous les humoristes sont venus seuls. Et je vois que je suis la seule à avoir ramené quelqu'un. Et ça, c'est aussi dès le départ une différence. C'est que je vois que les humoristes ont une logique assez... t'écris seul, tu montes seul. Moi, dès le départ, c'est quand même besoin des autres aussi. Besoin de regards, besoin d'amis qui viennent, qui m'accompagnent, qui lisent mes textes, que j'appelle. Et finalement, j'ai souvent fait appel à mes amis aussi. Un autre ami, Olivier, je me souviens quand je sortais, au début, souvent, et même encore aujourd'hui, je bidais beaucoup, quoi. C'était pas marrant, c'était pas... Et je l'appelais, je disais, c'est horrible. Et il me disait, mais t'es tellement courageuse, c'est tellement dur. Et je disais, mais oui, c'est trop dur, c'est horrible, je vais arrêter. Et puis parfois, ça marche. Et puis parfois, tu fais marrer. Et d'un coup, je me rends compte que faire marrer et exister sur scène avec ces textes, c'est un truc hyper puissant. Et peut-être je découvre un plaisir différent, mais plus heureux que celui que j'ai vécu en tant que comédienne avec des textes qui sont pas les miens. Qui c'est que tu admires à ce moment-là ? À ce moment-là, j'admire Louis C.K.
ça? Ouais, Louis C'est- C.K. Ah, Louis C.K., c'est un humoriste américain qui a eu des petites affaires d'agression sexuelle. Ah merde. Ouais. Ah putain, ouais. Bon, mais et j'admire aussi Woody Allen, tu vois. Donc bon, mais je découvre d'autres personnes à admirer. Et ensuite, très vite, je découvre Sarah Silverman, qui est une humoriste américaine. Et je découvre ses specials. Et en fait, je regarde beaucoup de stand-up américains. Je découvre Whitney Cummings, Ali Wong, Amy Schumer. Je la connais. J'adore. Ouais. Et voilà, Anna Gatsby. Et d'un coup, pas mal de femmes. Blanche Gardin, évidemment, aussi, m'inspire énormément. Et là, oui, je me passionne pour non seulement leur texte, mais leur personnalité, leur courage, leur franc-parler, leurs paroles. J'adore Tina Fey, tu vois, je lis son bouquin. Amy Poehler, absolument. Kristen Wiig, toute cette génération voilà, de femmes au Saturday Night Live, de femmes qui savent faire de l'humour si finement. Et ouais, j'avoue que c'est beaucoup d'américaines. Et tu décides du coup d'écrire ton premier spectacle. C'est ça, en fait, je fais le premier plateau. Et puis je commence à faire des plateaux, puis on m'invite sur des plateaux, puis je me dis ah super, je suis invitée sur un plateau, ça veut dire qu'on pense que ça marche. Et en fait, je fais des petits plateaux par-ci comme ça, des petits open mic, des trucs. Et au mois d'avril, je suis contactée par la babysitter que j'avais quand j'étais au CM2. Donc là, j'avais complètement perdu contact, qui me dit écoute Rosa, je viens d'être prise dans un super théâtre à Avignon, mais résultat, j'en avais loué un autre que je te laisse à moitié prix. Si ça t'intéresse. J'ai vu que t'avais continué à faire du théâtre. Je lui dis tout de suite, oui. On est en avril, j'ai commencé en février, j'ai 15 minutes, tu vois. Et donc, je me dis, je vais faire le Festival d'Avignon. Donc, j'écris tout. J'envoie le texte à la SACD. J'ai le fonds humour SACD. Et donc, en juillet 2018, je vais à peu près avec 3/4 d'heure de texte au Festival d'Avignon, au Pixel Avignon. J'ai la salle à moitié prix, j'ai la subvention de la SACD. J'y vais sans prendre, tu vois, d'attaché de presse ou de chargé de diff. Je prends une petite chambre du Crous, tu vois, avec un plafonnier qui brasse de l'air chaud, bref. Et je fais un Avignon où je gagne des sous, le public vient et où j'écris le dernier quart d'heure de mon spectacle que je peux reprendre à la rentrée à la petite loge. Et ensuite, je le retravaille et ça grandit, quoi. Et c'est quoi tes premiers sujets de prédilection? Est-ce que tu parles tout de suite beaucoup de couple, d'amour? Parce qu'il y a là un autre sujet que j'ai envie qu'on aborde, dont on n'a pas encore trop parlé, mais pourquoi ce sujet-là en particulier? Enfin, ouais, ces sujets-là, quoi, mais... Ça vient pas tout de suite. Les premiers sujets, ma première fois, c'est beaucoup la solitude, c'est beaucoup la difficulté du métier de comédienne, et c'est aussi le rapport au corps, et c'est la trentaine, c'est l'impossibilité de grandir, le fait de pas savoir cuisiner. Voilà, c'est plutôt la transition, c'est là-dessus. Et j'essaie de faire un peu d'humour noir, tu vois. Je m'essaye, hein, je me cherche. Comment tu le vis juste quand ça bide? Est-ce que c'est un peu genre tu tombes, tu remontes tout de suite? Est-ce que plus t'en prends, moins ça t'importe? Enfin, je trouve que c'est quand même un travail dans une société où l'ego prend autant de place. C'est un travail qui te remet vraiment les points sur les i, les barres sur les t, quoi. C'est traumatisant de bider. C'est traumatisant de bider et moi je m'en remets pas. C'est-à-dire qu'en fait, je paye aujourd'hui les traumas de bide d'il y a 4 ans qui m'ont... En fait, quand tu bides, c'est tellement violent. C'est tellement violent. Le malaise, je crois qu'il y a peu de sentiments autant viscéraux et dérangeants, quoi. Et les regards méchants, parfois les gens sont là, mais c'est qui cette meuf? Et c'est tellement... En fait, sur le moment, parfois je me dis, j'arrête. Heureusement, il y a Adrienne qui me dit, non, vas-y, retourne-y. Et puis Adrienne, elle est très... moi, je suis très extrême, elle est très mesurée. Donc je dis, j'arrête. Non. Bon, et finalement, j'y retourne, je refais, je remonte. Mais... la honte, le sentiment de honte de bider fait que encore aujourd'hui, parfois, même quand ça marche, j'ai la sensation de bider. J'entends plus les rires. En fait, je suis tellement animée par la peur de bider que ça crée des angoisses, des trucs, et parfois c'est même des voix. En fait, je pense que quand tu bides, c'est tellement violent sur le moment que tu le payes des années après, et quand tu t'y attendras le moins. En fait, tellement c'est quelque chose de bidé. Mais apparemment, pas assez traumatisant ou violent pour te dégoûter du fait de réessayer. C'est-à-dire le fait de réussir à faire rire et de partager tes textes, c'est un plaisir supérieur
à la violence du bide. Parce que mathématiquement, il y a plus de fois où je marche. Ouais. Et donc, je me dis, aujourd'hui, j'en parle avec d'autres humoristes, je crée mon podcast, on parle de bide entre nous, ça aide à désamorcer, ça aide à comprendre. Parfois, je me plains des publics, je cherche Et ensuite, les humoristes sont très butineurs, très travailleurs, et donc ils disent, bon, bah, réfléchis pourquoi t'as bidé, qu'est-ce qui marche pas dans la blague, analyse ce qui n'a pas marché, rends-la plus solide, et en fait, à la fin, tu fais des maths, tu dis une blague, elle a 10 chances, moi je laisse à peu près 10 chances à une blague, si elle marche 5 fois, c'est qu'elle n'est pas suffisamment solide, il faut qu'elle marche plus de 5 fois. Si elle marche que 6 fois, c'est qu'elle n'est pas très solide, hein, mais c'est que tu l'aimes beaucoup. 7, 8 fois, une blague, il faut qu'elle marche 10 fois sur 10. Il y a encore des blagues dans mon spectacle que j'aime bien, qui marchent 7 fois sur 10. Mais bon, après, tu décides, tu te dis, bah, c'est pas grave, je fais le choix. Et ensuite, tu développes un côté rationnel, mathématique, et tu t'améliores, tu travailles. Et comment tu répartis la part de spectacle qui est préparé et la part de spectacle qui est improvisé? Parce que pour l'avoir vu, je trouve qu'il y a quand même pas mal d'impro. Je trouve que t'es très bonne là-dedans. Mais ouais, ça doit être plus rassurant de se dire, en fait, je prépare tout, de A à Z. Premier spectacle, je fais pas du tout d'impro. L'impro vient au fur et à mesure, à force de jouer et à force de connaître bien le texte. Et tu te dis, bon, faut que j'ai un moment de frisson. Ça y est, je sais que ces blagues fonctionnent, je sais que ça marche. Et l'impro, faut que je me mette un peu en danger, quoi. Ouais, et puis en fait, aussi, moi j'ai un souci avec l'autorité. Très vite, quand je commence à faire de l'impro, on me dit, ah non, l'impro c'est un truc de beauf. Si toi t'aimes Blanche Gardin et Marina Rollman, regarde, elles font pas d'impro. Donc c'est ringard de vanner les gens, faut pas faire de l'impro. Et moi, on me le dit, et donc je me dis, je vais en faire. Et surtout, c'est des professionnels qui me le disent. Je me suis toujours méfiée de la parole depuis ce 2e moyen-métrage que j'ai pas pu faire. Je me suis toujours méfiée des professionnels. Je me dis, je veux que le public parle. Et donc, et c'est toujours d'ailleurs plutôt le public, les gens, des spectateurs qui me disent, ah, j'aime bien tes impros. Les professionnels sont, ah, c'est nul. Ce qui compte, c'est les textes écrits, il n'y a que ça qui a de valeur. Et donc, je fais des impros et j'essaye de me dire, il y a aussi une manière de faire de l'impro sans trop vanner. Et j'essaye de développer, en fait, une espèce d'impro sociologique où, en fait, ce qui est intéressant, c'est aussi pour le public qui est présent de se dire, mais pourquoi on est là? Qui sommes-nous? Qui est dans la salle? Et je trouve que dans le stand-up, il y a aussi un aspect journalistique. Et le but, c'est d'être au présent. En fait, les gens, c'est la différence entre le théâtre, entre aller voir une pièce de Molière ou de Shakespeare, c'est de se dire, OK, aujourd'hui, de quoi on se parle? C'est quoi? Pourquoi? Qui sommes-nous? Et je trouve que les gens dans le public donnent énormément d'informations sur leur vie, là où ils habitent, leur métier. Et moi, je suis très curieuse au final, quoi, de ça, de cette énergie. Je trouve que ça fait aussi que chaque représentation est particulière et que ça me permet de me souvenir de chaque représentation. C'est vrai. Et de pas t'ennuyer, j'imagine que je me suis toujours dit, compliqué de jouer un spectacle. Je sais pas, c'est la combienième fois que tu le joues et pour combien de temps, tu vois, mais est-ce qu'à un moment, t'en as pas marre? Si, bien sûr. Bah là, c'est jusqu'à fin 2023, peut-être dernière en janvier 2024, et puis mars 2024, création du nouveau spectacle. Et que je commence à écrire, mais oui, bien sûr, à un moment, t'en as marre. Et donc, il faut se renouveler, il faut écrire, et puis après, ouais, c'est vrai que chaque représentation, tu te souviens, tu dis, ah, c'est le mec qui s'appelait Pop, on a fait des blagues sur le popcorn, ah, c'était les gens qui étaient sur Fruits, et tu vois, et donc, résultat, on s'amuse, et ensuite, il y a aussi des blagues qui ont l'air d'être improvisées, qui sont un peu écrites, mais qui sont jouées naturellement. Ouais. Je trouve que c'est aussi un moyen de garder l'attention. Le stand-up, c'est pas début, milieu, fin. Tu racontes pas une histoire, tu te présentes toi en tant que personnage. Et je trouve que parfois, l'improvisation, c'est ce qui casse le côté narcissique, peut-être, de que parler de soi. Il y a un côté parfois où, moi, je fais beaucoup d'autodérision, il y a de l'observation, mais c'est beaucoup, moi, ma gueule. Enfin, tu vois. Et je trouve que c'est aussi passionnant de savoir, mais... vous Qu'est-ce qu'il y a à dire sur vous? Ouais. Pourquoi t'as appelé ton podcast Les mecs que je veux ken? Ah oui, alors tu m'as posé la question de l'amour, comment je suis passée le fait d'embrayer un 2e spectacle, de passer de ma première fois à tenir debout et de parler d'amour, c'était suite à une grande déception amoureuse en fait, et j'avais besoin d'en parler. Et j'ai voulu parler d'amour au début, me souviens, parce que je me suis dit, le stand-up, il faut parler de ce dont on a honte. Et moi, j'avais très honte d'être tombée amoureuse à 2 reprises d'hommes mariés et d'avoir eu des relations, des liaisons avec des gens qui étaient pris. Et je me suis dit, mais je dois pas être la seule. Et peut-être que si j'en parle, il y a d'autres femmes qui se sentiront moins coupables. Donc c'était ça le point de départ. Et ensuite, les mecs que je veux ken, c'était une blague.
Tu vois, c'est toujours les choses que tout ce que j'ai surinvesti en termes de désir, de réussite, de machin, d'ambition, ça n'a pas eu lieu. Tous les trucs où je me suis dit, allez, on y va, ça se trouve, ça va merder, c'est une blague. Et bah finalement, c'est ce qui continue d'être là et de fleurir. Et au départ, c'était une blague. J'étais jalouse des gens qui avaient des podcasts parce que je me disais, moi, je n'y arriverai pas, je suis trop nulle en technique, je ne saurais jamais sur quel bouton appuyer. Mais j'avais fait une petite vidéo pour me foutre de la gueule des gens qui avaient des podcasts en disant moi aussi je vais lancer le mien, les mecs que je veux ken, j'inviterai des gens que je veux ken. Et puis en fait j'ai quand même des amis humoristes qui m'ont dit fais-le. Et ensuite je me suis lancée, mais c'était comme ça, c'était un coup de... Et puis finalement je l'ai fait et puis c'était, je crois que en tombant amoureuse du stand-up, je tombais un peu amoureuse des humoristes tous. En fait les mecs que je voyais sur scène être drôles, je tombais amoureuse d'eux, quoi. Je trouvais ça tellement fort, tellement brillant. Et je voulais interroger dans le podcast ce que c'est que d'être attiré par les hommes qu'on admire. Qu'est-ce que ça raconte de nous, meufs ? Qu'est-ce que ça raconte de l'hétérosexualité ? Pourquoi ce rapport-là ? Pourquoi cette nécessité absolue d'admirer autant, plus que soi, l'autre ? Qu'est-ce que t'en as appris jusqu'ici ? Et maintenant, au bout de la 4e saison et bientôt du 150e épisode, que je m'admire plus moi-même. Ouais. Trop bien. Donc c'est une illusion, le fait que parfois on a l'impression d'encore plus admirer l'autre ? Je pense que c'est vrai que autour de moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont vraiment besoin d'admirer leur partenaire et que j'ai des copains hommes, c'est assez genré, mais qui mettent pas la nécessité exactement au même endroit. Pourquoi nous, on a ce besoin ? Je pense qu'inconsciemment, il y a quand même des siècles et des siècles et des siècles de pas pouvoir faire, vraiment, qui conditionnent ce regard. Il y a vraiment ce côté Lady Macbeth, en fait, elle est là à lui dire ce qu'elle voudrait faire si elle avait le pouvoir. Je pense que la phrase « derrière chaque grand homme, il y a une grande femme », elle voudrait bien, elle, être devant, en fait. Mais, donc, je crois qu'il y a cette habitude de se dire si l'autre a le pouvoir, je pourrais un peu en profiter pour l'avoir, moi, à mon tour, parce que finalement, est-ce que je suis capable de l'avoir ? Et ensuite, aujourd'hui, j'essaie en tout cas de plus admirer les qualités humaines que l'intelligence ou la réussite ou mon idée... une certaine idée de la créativité, de la réussite. J'essaie d'admirer les mecs gentils, tu vois. Mais c'est pas évident, hein. Je reste quand même hyper formatée à... Je reste parfois plus formatée que les mecs sur les idées préconçues que j'ai de la masculinité aussi. Non, c'est sûr. C'est sûr. Je sais pas forcément plus que les mecs, mais en tout cas, ça reste une réalité qui n'a pas tellement été déconstruite. Comment est-ce que t'as toujours été aussi à l'aise avec la sexualité, le fait d'en parler, tu vois, moi vraiment à plusieurs reprises pendant le spectacle j'étais là j'étais là un peu gênée et tout, mais en fait c'est hyper rafraîchissant, tu vois, d'entendre quelqu'un en parler librement. Mais en plus on se disait ta mère était à côté de moi, donc en plus quand j'ai su que c'était ta mère à la fin j'étais là mais tellement gênant. Comment t'as fait pour être aussi, je sais pas si c'est libérée, si c'est confiante? En fait c'est au départ je crois que c'est surtout scolaire. Parce que en consommant du stand-up américain, je me suis rendu compte qu'il parlait très librement de sexe et qu'en fait c'était presque un peu dans l'ADN du stand-up. Quand Lenny Bruce fait les premiers plateaux, en fait, à New York, il est attrapé par la police, il est amené au commissariat pour langage injurieux. Il y a cette idée d'une parole interdite, il y a l'idée de choquer le bourgeois. Qu'en fait, c'est ça la vocation du stand-up. Que c'est ça sa différence. Il faut aller voir dans les tréfonds de qu'est-ce qui nous fait rougir et interroger pourquoi ça nous fait rougir. Et c'est vrai que en regardant des spectacles de stand-up, je me dis oh waouh. Et donc je découvre une parole sur le cul ultra libérée. Je me dis et si moi aussi j'essaye, qu'est-ce que ça donne ma parole sur la sexualité? Ensuite oui, j'étais pas spécialement coincée là-dessus parce que, mais je sais pas si j'en parlais. Après je sais pas si en dehors du spectacle et parfois dans mes podcasts je sais pas si j'en parlais autant. Je pense que ce que je voulais interroger, c'était aussi la question de la loose, en fait. C'est quoi être un mauvais coup et en fait, je crois que j'avais envie de parler du plaisir parce que, pour moi, la question de la sexualité était vraiment aussi liée à mon engagement féministe. Et de découvrir avec MeToo et à 30 ans, et donc pour moi trop tard, le fait qu'il n'y avait pas des vaginales et des clitoridiennes, le fait qu'on est toutes clitoridiennes, en fait toutes ces découvertes, toutes ces choses qui nous décomplexent et qui m'ont fait un bien fou, j'avais besoin que ça passe. Et donc de dire, ouais, moi je suis nulle en Amazon, je suis nulle quand je suis sur un mec, je sais pas comment bouger mes hanches et mon bassin. En fait, cette chose-là, je me disais, mais si ça peut, et souvent,
parfois, même les mecs rient plus parfois là-dessus que les meufs parce qu'elles ont peur de se dire mais est-ce que moi je sais le faire ? Est-ce que je suis la bonne élève de ça, la bonne élève du sexe ? Est-ce que je sais donner du plaisir comme ça ? Et je me suis dit, bon, bah, en fait, c'est aussi, parler de la honte et via la sexualité. Et en fait, quand à un moment, je fais des choses, c'est parce que c'est... Et puis que moi, en tant que spectatrice, j'aime bien être comme ça, être en mode... Oh, et j'aurais pas eu envie de faire un stand-up sage, tu vois. C'est-à-dire que ça part d'une démarche scolaire de pas vouloir être sage. De vouloir être un peu la différente. Ouais. Celle à qui on a dit, elle a pris des risques. Ouais. Non, c'est sûr, je comprends totalement. Bon, du coup, je te dis, j'en ai profité, je me suis dit, quand même, ce serait sympa de demander aux gens, parce que comme c'est un sujet qu'on n'aborde pas beaucoup, et qui, t'as raison, est vachement abordé aux États-Unis, on va voir quel message vous nous avez partagé sur Insta. Bon, bah, il y a le classique dont on peut un peu parler, hein, comment se remettre d'une rupture. Tu vois, alors moi, je trouve ça, quand même, ça m'interpelle. Tu dis que ton ex est devenu ton meilleur ami. Moi, c'est un truc qui m'a toujours fasciné. Je sais pas comment, enfin... Comment tu romps d'une manière tellement saine que la personne, en fait, non seulement tu ne la détestes pas, mais en plus, ça devient une personne extrêmement proche. Ouais, Johan, après, ça fait... Je sais pas si le meilleur ami, c'est le bon terme, en effet, parce que aujourd'hui, on se voit un peu moins. Parce que je pense que c'était une relation, pendant 1 an, on était juste camarades, on était ensemble à l'école, et on était... C'est pas un coup de foudre. C'était pas... Et c'était pas une passion. Déjà dans la relation, on était 2 frères siamois, deux âmes sœurs. Et donc, en fait, on pouvait pas s'empêcher de travailler ensemble, de partager les moindres pensées. Et d'un coup, en fait, l'amour est tellement fort pour l'autre qu'au final, bon, même si on se sépare, la question de l'ego lié au désir, c'est juste comment on va pouvoir encore exister dans la vie l'un de l'autre sans être en couple, en fait. Et c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément d'affection. Donc en fait, j'ai besoin de l'avoir dans ma vie, j'ai besoin de savoir ce qui devient, j'ai besoin de savoir qu'il va bien. Il y a eu des ex avec qui je suis pas du tout restée amie, parce que finalement, c'était pas des mecs très cool. Quelle rupture amoureuse t'a fait le plus mal ? Ça a été 2. Je pense que ça a été la deuxième fois que je me suis éprise de quelqu'un qui était pris et qu'en fait ça a pas marché. Je me suis sentie conne. Et puis en fait c'était aussi rupture au début de la trentaine. Et en fait il m'avait dit qu'il avait envie de me faire des bébés. Ah putain. Et je crois que ça donne un ton encore plus violent comment dire, les ruptures de la vingtaine, tu vois, c'est des trucs passionnés, amoureux. Mais ensuite, à la trentaine, quand il y a la question de... La rationalité, presque. Ouais, et puis que t'es amoureuse au point que tu rêves de voir dans un bébé les traits de l'autre que t'aimes tant, et que tu te projettes là-dedans, et que finalement, ça se fait pas. Ah ouais, ça, c'est un chemin arrière à refaire qui est douloureux, ouais. Comment ça s'est terminé ? Ça s'est terminé que... Lui, son couple se portait très mal et il a fini par se séparer de la femme avec qui il était. Mais il était quand même papa de 2 petites filles. Et à ce moment-là où nous, on était ensemble, c'était pas possible. Et donc, non, c'est lui qui a dit ça n'aura pas lieu. Mais moi, je me suis acharnée. J'ai essayé de le convaincre. J'ai essayé de lui dire mais si. Et non. Et c'était pas ça. Après, au final, ça te paraît toujours pas grave. C'est pas grave. C'était pas le moment. C'était pas... Sur le moment, si pour moi, c'était gravissime. Ah, j'étais super amoureuse. Comment tu fais pour pas que ta vie s'arrête à ce moment-là ? Comment tu fais pour un métier qui demande d'être créatif, d'être dynamique, d'être au meilleur de toi-même, quand il se passe ça et que t'as plus envie de rien faire ? Comment tu fais ? C'est très compliqué. Moi, je pense que c'est... Tu vois, on reparle de confiance. Pour moi, à ce moment-là, c'est un déchirement narcissique. C'est-à-dire que le rejet de l'autre qui te dit non, je t'aime pas, ça sera pas toi. Là, ça me fait sombrer. Ça me fait vraiment sombrer. Et ensuite, je vais très mal. Alors, l'avantage du stand-up, c'est que quand tu vas très mal, ça te donne une forme d'énergie quand même pour faire des blagues et pour écrire. Mais y a un moment où tu vas trop mal, tu peux juste pleurer. Tu peux rien vraiment faire d'autre que... J'ai jamais craqué, j'ai jamais repris des médocs. Enfin, c'est très bien pour ceux qui en ont besoin. Hein, et il faut pas hésiter à aller voir des professionnels de santé si la question se pose. Mais moi, quand je suis malheureuse comme ça, en fait, le seul moyen que j'ai, c'est de me protéger. C'est-à-dire de savoir que moi, étant très romantique, souffrant autant lors de séparation, je peux pas en vivre trop. Donc en fait, je parle beaucoup de cul, mais je fais assez peu l'amour, je fais assez peu de rencontres amoureuses. J'ai peu
d'histoire, parce que à chaque fois, elle me marque tellement. Tu vois, je les ressasse et je me fais toutes les manières dont ça aurait pu avoir lieu différemment. Je pars tellement loin dans la projection et le rêve que l'atterrissage et le coup est tellement dur quand finalement c'est pas partagé que je peux pas enchaîner les relations ou ce que je dirais à la personne qui nous a écrit, c'est se connaître. Il y a des gens qui arrivent à passer d'une relation à l'autre, que ça marque moins. Moi, c'est faire des pauses, me retirer du game et être avec mes amis. Et trouver vraiment la solution dans l'amitié et le travail. T'as réussi à ne pas reproduire des erreurs au fur et à mesure de tes relations? Parce que c'est une question que je me pose vraiment. Tu vois, tu peux te dire, par exemple, bon, la prochaine fois, je prendrai un homme qui n'est pas pris, enfin, un homme qui est libre. Et je me demande ce qui relève de notre volonté et ce qui relève de notre personne. Tu vois, où on peut se dire, la prochaine fois, je prendrai un mec qui n'est pas jaloux. Mais en fait, ça se trouve, on est foncièrement attiré par des mecs possessifs. Enfin, je sais pas à quel point on peut travailler sur les personnes qui nous plaisent. C'est une question hyper intéressante. Depuis cette deuxième fois, il y a eu presque une troisième fois de quelqu'un qui m'a attiré qui n'était pas disponible. Et là, ça a été la fois de trop. Mais lui, c'est pas allé. On n'a pas fait l'amour. Mais j'ai essayé de faire la part entre quelle était ma responsabilité et quel était le système. Je pense qu'il faut faire attention à tous les discours parfois que tu entends dans le développement personnel et notamment adressés aux femmes un peu de manière culpabilisatrice en mode répétez pas vos schémas. Parce que tu es en mode attention, mais il y a une société patriarcale là-dedans. Et il y a aussi une perversité de certaines personnes en couple à vouloir aller draguer des gens en dehors de leur couple tout en sachant que finalement ça sera jamais possible ou ils leur donneront pas. Mais eux, ils ont besoin du piquant, ils ont besoin de cette séduction. Et ils font énormément de dommages collatéraux, en fait. Et donc, il y a un grand égoïsme. Moi, j'étais pas du tout attirée par les gens pris, mais en fait, finalement, je remarquais que les gens pris me mettaient sur un piédestal ou me fantasmaient ou me voyaient comme la maîtresse idéale, que j'étais, je sais pas, presque fétichisée dans un rôle de maîtresse. Mais donc je me disais mais quoi, ça veut dire que je peux pas être l'officielle, que je peux pas être la petite copine. Donc j'ai essayé de distinguer qu'est-ce qui était de l'ordre du pas de chance, attention les mecs et moi stop. Et ça j'ai réussi quand même à un petit peu tu vois recadrer. Ça fait longtemps que maintenant les gens prient vraiment, j'ai plus le time du tout, je donne plus de. Mais par contre il y a des trucs sur lesquels je trouve ça compliqué d'avancer, qui est que je rencontre beaucoup de mecs dans mon cercle. Et que j'ai beau me dire les artistes c'est suffit, stop, on arrête, ils sont tous tarés. Oui, mais quand c'est que ceux que tu rencontres et que c'est dur parce que parfois je me dis oh non, encore lui ça a pas fonctionné, les autres me disent oh bah ouais mais regarde encore un artiste et je dis bah oui mais donc bon, je pense que il y a une histoire de chance. Je pense qu'on est capable, les meufs on est quand même hyper résilientes et on est capable de savoir reprendre les choses à zéro et de changer et de se dire et je pense qu'il faut pas être trop dur envers nous-mêmes parce qu'on a tendance à se rejeter la faute sur soi. Je pense qu'il y a un système où parfois les gars sont pas finis. Enfin, tu vois, je veux dire, il y a vraiment un truc où il y a des mecs super, j'en ai plein de potes et de mecs en or, mais c'est pas l'écrasante majorité. L'écrasante majorité, ils font pas le travail de déconstruction que nous on fait. Ils le font pas sincèrement. Ils le font parfois de manière assez calculée. Et quand je remarque les nanas qui font des stages, des machins, des psychanalyses, qui écoutent des podcasts, qui lisent les bouquins, je trouve pas que... Sauf ton gars, qui clairement a l'air d'être au niveau, puisqu'il lançait tous les applaudissements à mon spectacle. Ouais. Très déconstruit. mais oui, c'est certain. Et puis surtout, je trouve ils ont pas des modèles aussi... Enfin, pour moi, la représentation est hyper importante vu que c'est ce qu'on va reproduire spontanément. Donc, je pense qu'il y a vachement là-dedans aussi, dans les représentations au cinéma, dans les films, dans les livres, à changer. J'ai eu un salut Rosa, est-ce que tu es vierge? Cette personne n'a dû pas suivre a priori tellement tes spectacles. J'ai eu juste pour te dire que je fantasme à mort sur toi, fantasme PH de Dom. Non, on va pas le citer, mais je sais pas si c'était toi, moi, bon, bref. Mais j'ai des questions plus intéressantes. À savoir, une question que je trouve vraiment intéressante. Elle est où? Ah oui. Que penser de son couple si on n'est pas sûr que son plus un est la personne de notre vie? Oh, waouh! Et en fait, ça, je trouve que c'est une question très difficile à nos âges. Ouais. En fait, est-ce qu'on doit savoir? Ouais. Est-ce qu'il y a une personne de notre vie? Est-ce que si elle coche toutes les cases,
c'est suffisant. Ouais. Tu vois, c'est c'est ça, passionnant. je trouve que, tu vois, à part le Cendrillon où le mec était tellement passionné qu'il a fait appel à toutes les meufs du royaume pour qu'elles essayent la chaussure, parce que lui, il était sûr que c'était la bonne, tu vois. Ça n'existe pas tellement, n'est-ce pas donc ça, je trouve ça assez difficile de savoir. J'ai un ami récemment qui a quitté 10 ans de relation parce qu'en fait, il était pas sûr. Et donc il s'est dit, bon, si je suis pas sûre, c'est qu'il vaut mieux que je mette un terme. C'est intéressant. Il a certainement eu raison. Faut parfois suivre ses doutes, parce que c'est dur d'avoir des certitudes. Ou alors, je sais pas toi, Louise, moi je me dis peut-être qu'il faut pas chercher tout chez l'autre, mais avoir quelques critères importants et peut-être savoir ce qui est important pour soi. Peut-être que si l'autre te fait rire, ou si tu peux rire avec l'autre, et si ça c'est important pour toi, c'est peut-être ça qui déterminera en fait. Parfois on a des doutes sur l'autre, on se dit, et puis on rentre et il dit un truc, une blague, on explose de rire, et ça pour moi c'est quand même un bon signe. La complicité, c'est un truc qui survit à tout, je crois, le fait de rire ensemble, ou moi il y a avoir quelques petits points qui sont importants pour soi. Moi je sais que j'adore pouvoir commenter et débattre et parler d'un film des heures, idéalement avec un partenaire, et aller au ciné et en sortant dire, ah bon, toi ça t'a raconté ça, mais non, mais pour moi le personnage il est flou, et je pense que c'est ce qui quand même fait qu'une relation existe dans le temps, c'est la qualité des échanges et la complicité. Toi aussi c'est ça? Écoute, j'ai totalement déconstruit l'idée que je me faisais en effet du couple, et j'en parlais dans ma dernière vidéo YouTube sur il est temps que ça s'arrête, je crois que c'est pourquoi le romantisme ruine notre couple, où en fait j'ai surtout moi changé de mes attentes par rapport aux sensations, où comme j'ai lu énormément de littérature romantique, en fait je m'attendais à, quand je vois mon mec même après 4 ans, avoir les papillons dans le ventre, le cœur qui fait boum. Non, en fait ça pour moi c'est une réaction presque chimique qui arrive quand il y a de l'inconnu, quand il y a de l'incertitude, quand, de l'angoisse. Voilà, quand il y a un peu du stress et tout, mais ton mec a priori ça fait 4 ans, c'est pas le même genre de sensation. Et moi en fait maintenant je me dis plus, en fait est-ce que j'ai envie d'être avec cette personne? Et en fait c'est oui je l'aime, mais c'est vrai qu'au bout de 3, 4, 5, 6 ans, enfin, je sais pas, il y en a peut-être qui sont là en mode mais bien sûr c'est évident, c'est l'homme de ma vie et tout. Moi, je me dis plus, en fait, vraiment, j'ai pas envie d'être avec quelqu'un d'autre. Cette personne, elle me plaît, elle me soutient. Comme tu disais, elle a les critères que je recherche, elle me respecte. Et en fait, j'ai pas besoin de plus. Donc, en fait, c'est ça, un truc assez terre à terre, mais qui n'est pas valorisé par notre société. Non, où on va se dire presque, c'est pas du tout noble ce que t'es en train de dire. Enfin, c'est carrément moins sexy que de dire, non, mais moi, genre, dès que j'ai vu, j'ai su. Tu vois. En fait, il n'y a pas de hiérarchie dans l'amour. Et pour moi, l'amour rationnel vaut pas moins que l'amour passionnel. Clairement. Et on n'entend pas assez de discours dans ce sens-là, je trouve. Ouais, il y avait une vidéo hyper intéressante qui disait, mais en fait, ce que vous décrivez justement, les papillons, le cœur qui bat, comme la réaction du coup de foudre, c'est une crise d'angoisse. Oui, c'est vrai. En fait, c'est ça. Dit quelque chose. C'est ça ce qui se passe, hein, ce que ton corps te dit. Ton corps te dit pas que t'es amoureuse, ton corps te dit que t'as peur. Enfin, il y a quelque chose qui est... Qui est pas forcément sain. Non, qu'il faut déromantiser. Et sur le fait de ne pas reproduire des choses, est-ce que toi, tu as toujours été attirée par ce type de personne, ou tu as dû aussi déconstruire et changer de schéma? Écoute, moi, j'ai de la chance, dans le sens où je suis bien tombée tout de suite. Trop bien. Jules, ça va faire 4 ans et demi, c'est ma première vraie relation longue. Avant, disons que c'était plus des petites relations, mais où c'était plus, tu vois, du paraître, où j'étais carrément plus dans ce mec me plaît, mais genre crush physique. J'ai eu une grosse déconvenue une fois avec un mec où c'était vraiment lunaire, où vu qu'on a dit qu'on s'ouvrait un peu dans cet épisode, tu vois, c'était genre on a dormi ensemble mais il s'était rien passé, alors que clairement en fait je l'ai compris après, mais il voulait qu'il se passe un truc, alors que moi j'avais je sais pas 17-18 ans et donc c'était pas encore obvious pour moi, tu vois, il m'invitait peut-être chez lui juste pour qu'on passe un bon moment. Bon, avec le recul je me dis j'ai peut-être été naïf, mais bref. Et donc ce mec là qui en fait, du coup, s'attendait à ce qu'il se passe un truc, a été tellement vénère qu'il se passe rien, qui m'a plus ou moins forcé à lui faire des papouilles. Tu vois, on n'est pas... voilà, mais je devais lui gratter le bras, et dès que j'arrêtais pour essayer de m'endormir, il me disait, mais continue. Et tu vois, du coup, j'étais un peu là, peut-être que je dois le faire, du coup. Donc j'ai vraiment passé, je pense, 2h30 à lui, 2h30 à lui gratter le bras en attendant qu'il s'endorme. Et le lendemain, j'ai voulu être sympa, j'ai voulu préparer des pancakes. Et le mec m'a regardé en mode... je crois qu'on n'a pas les mêmes attentes.
Ouais. Bah, la prochaine fois, mec, je passerai pas mon temps à te faire des pancakes, tu vois. Tu sais, moi, vraiment, et c'est là où je me suis rendu compte que, bah, en fait, on nous vendait pas du tout les mêmes idéaux, tu vois. Moi, j'étais là à me dire, ok, j'ai dormi avec un mec, et puis le lendemain, on va petit déjeuner ensemble, et je lui ferai à manger, et ça sera tout mignon. Et lui, je sais pas ce qu'il s'est dit, j'ai même pas envie de savoir, tu vois, mais bon, en fait, lui, son idéal, c'était juste que je ken, et puis qu'on se revoit jamais. Et tu vois, fine, en vrai, mais moi, à 17-18 ans, c'était Quelle pas... idée de pas manger des pancakes. Tu vois, ouais. Franchement, it's your loss. It's your loss. Mais donc, après ça, bon, voilà, je suis assez rapidement tombée sur Jules, qui ne m'a jamais fait un coup comme ça, et qui est hyper respectueux, hyper aimant, et je pense que du coup, dès le début, maintenant, je sais pas, peut-être qu'on fera notre vie ensemble, on est tous les deux ouverts à l'idée que ça se trouve, on fera pas notre vie ensemble, et je pense qu'il a placé la barre vraiment haute, tu vois. Il est hors de question du fait que j'ai connu ce qu'était un mec respectueux, gentil, supportif, tout ce que tu veux, que j'accepte n'importe quel comportement qui soit... ça peut être autre. Par exemple, je n'ai pas du tout jaloux, moi non plus. Bon, je peux accepter un peu de jalousie, tant qu'elle n'est pas maladive, qu'elle n'est pas toxique. Mais c'est vrai que je pense que j'ai au contraire beaucoup plus d'exigences que si j'avais eu peut-être au début un mec un peu macho, un peu toxique, j'en sais rien, tu vois. Et où après, du coup, je pense qu'il y a pas mal de femmes qui se disent, bah, c'est la norme, du coup. Tu vois, si elles tombent que sur des mecs comme ça, jusqu'au jour où, par l'opération de je ne sais qui, elle arrive à tomber sur un mec qui, en fait, est respectueux, quoi. Une autre question que j'ai envie de te poser, parce qu'en plus, je me dis, c'est tellement tabou qu'en fait, la fille a écrit 3 fois sa question. Genre, c'est pour toi, le rapport au célibat avec l'âge. Et après, elle dit MDR, pardon, je veux pas dire qu'elle est vieille, mais en vieillissant, quoi. Oh, trop mignon. Mais parce que c'est vrai que c'est un sujet. Moi, j'ai une pote de 33 ans qui est célib et elle a congelé ses ovocytes. Et en vrai, elle le vit mal. Elle vit mal le fait d'être célibataire à 33 ans, tu vois. Mais plus parce que, à mon avis, la société lui rappelle, ou lui fait croire plutôt, que c'est un problème. Ouais, c'est vrai que c'est tellement stigmatisé. La congélation des ovocytes, c'est génial. Moi, je recommanderais à toutes de le faire, mais vraiment tôt, parce que il faut lutter contre la résistance en France s'il y a encore beaucoup de voix réactionnaires qui disent qu'il faut pas le faire, non, même à 25 ans en fait, même à 25 ans quand tes ovocytes sont comme ça, et c'est le moment de dire paf, je les mets de côté, comme ça c'est quand je veux, j'ai autant de follicules que je veux dans mes ovaires. Une charge mentale en moins. Ouais, exactement. Ça, je pense que c'est vraiment, ça va se répandre et il faut toujours plus d'informations sur le sujet parce qu'il y aura, c'est un parcours du combattant quand même. Aujourd'hui, il y a des délais qui sont fous vu que c'est légal seulement depuis. Oui, parce qu'en plus, ça, ce que je savais pas, c'est que c'est pris en charge. Je sais pas si c'est en partie ou la totalité, mais par la Sécu. Oui, c'est pour ça qu'ils sont pas contents en tout cas, qu'il y a une demande qui est totalement, qu'ils peuvent pas traiter avec de 1 an entre chaque rendez-vous. Oui, c'est compliqué, mais il faut le faire. En fait, ce qu'ils disent, oui, il y a que 10% de femmes qui les utilisent. Et alors, en fait, moi, j'ai jamais avorté. Je suis bien contente que l'avortement puisse exister. Je veux dire, tout à fait. Donc, c'est pas un argument. Non, il faut vraiment se battre. On a beaucoup de retard sur ce sujet par rapport à l'Espagne ou à la Belgique, parce que justement ici, c'est pas un business. Et hélas, ça va peut-être le devenir avec des cliniques privées. Il faut pas hésiter à sortir de Paris, se renseigner au niveau des CHU en province, où il y a un peu plus de place, parce qu'à Paris, c'est en ce moment... Tu l'as fait, toi ? Je suis en train de le faire, ouais. Ok. Ouais, je suis en train de le faire, et c'est un parcours du combattant, parce que tous les discours, ils t'encouragent pas du tout à ça. Et moi, je tiens juste à préciser, parce que si personne le dit, mais ça peut être très mal vécu. Ouais. Genre moi ma pote elle est au bout de sa life parce que tu fais un shot d'hormones, on te bourre d'hormones en fait, et genre juste je pense qu'elle aurait préféré savoir, tu vois, et ça vaut sûrement le coup, tu vois, long terme, mais moi vraiment quand elle me l'a décrit je me suis dit mais putain pourquoi on s'inflige ça. Je crois que en fait il faut qu'il y ait plus d'informations sur tout le sujet globalement. Il y a Judith Duportail en ce moment qui poste sur Insta son parcours de PMA de femme solo, que je trouve hyper inspirant. Il y a Myriam Levin que j'ai reçue dans mon podcast qui a écrit un livre sur le sujet. D'une femme à l'autre ça va varier, une femme n'a pas ses règles de la même manière, ne réagit pas aux hormones de la même manière. Il y a je pense un manque d'information qui parfois permettrait de juste qu'on sache, ou que c'est sûr que
les femmes ne réagissent pas toutes de la même manière à la pilule. Il y a des femmes pourtant on sait bien que la pilule existe. Enfin, c'était une grande avancée de pouvoir proposer cette méthode de contraception, même si elle est décriée. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une possibilité. Il faut qu'on en sache plus. Il faut qu'il y ait plus de voix, de parcours. Moi, j'ai hâte de pouvoir témoigner sur toute la chose entière. Et ensuite, par rapport au célibat, je crois que tout est à réinventer, en fait. Que ce soit le célibat, le couple, la famille. Je crois que ce qui est chouette aujourd'hui, c'est de pouvoir mettre d'autres mots. En fait, se dire qu'est-ce qui me convient ? Est-ce que je suis faite pour le couple ? Est-ce que je suis faite pour être seule ? À quel moment ça me conviendra ? Comment je serai heureuse ? Comment sera ma famille ? Est-ce que je veux... Je crois que ce qui est important, c'est de casser les codes, de se demander à soi... et de lutter contre la pression sociétale. Tu vois, il y a plein de femmes qui arrivent aujourd'hui à se dire « je ne veux pas d'enfant ». Alors que nos mères, je pense quand même, pour la plupart, c'était pas vraiment une question. T'étais obligée, sinon t'avais raté ta vie. Donc en fait, voilà, est-ce que c'est rater sa vie que voilà, il y a plein de choses. Moi, je pense qu'on n'est pas tous vraiment faits pour les mêmes choses, pour les mêmes schémas, pour les mêmes vies, les mêmes parcours. Et faut essayer de plus en plus d'accepter une part de nouveau, de différence. Comme toi, comme tu dis, ton couple, nous, on n'est pas un couple romantique, on est un couple pragmatique, tu vois. Ces paroles qui vont à contre-courant, qui sont pas la parole de la comédie romantique. Ça, je pense que c'est ce qui va permettre à chacun de se sentir mieux, en fait, dans sa façon de vivre la solitude, l'amour ou le couple, quoi. De se reconnaître dans d'autres types de discours. Ouais. D'ailleurs, il y a une personne qui nous demande comment expliquer à un homme que la pénétration n'est pas le plus jouissif pour nous. Et en fait, j'ai juste envie de dire, de lui dire, quoi. Ouais. Tu vois, je sais pas, mais en fait, dis-lui juste, en fait, ce n'est pas ce qui est le plus jouissif pour moi. Et en fait, c'est plutôt à lui de savoir l'entendre. Ouais. T'es pas censé faire un schéma. Ouais, mais en même temps, c'est vrai que, tu vois, c'est ça, c'est-à-dire que on a beau rabâcher sur Insta qu'il faut sortir des normes pénétratives, on a beau parler du plaisir clitoridien et que de rappeler les chiffres que la plupart du temps, les femmes peuvent avoir un orgasme par stimulation externe. Malgré tout, en fait, il y a quand même toujours ce truc de les femmes aimeraient pouvoir donner aux hommes l'illusion, la conviction qu'elles vont jouir avec lui à l'intérieur grâce à son pénis. La réalité, c'est qu'il va falloir d'autres choses. En fait, il va falloir des stimulations externes, il va falloir oser lui dire qu'il y a besoin de toucher le clitoris pendant l'acte ou avant ou après. Il va falloir que les femmes se réconcilient avec leur propre sexe, qu'il y ait plus de femmes qui aiment leur sexe et qui disent « je veux un cuni, je veux que tu me lèches parce que c'est comme ça que je vais pouvoir jouir ». Et c'est vrai que c'est pas facile parfois d'oser le dire à son partenaire, mais qu'il écoute des podcasts, qu'il suive les bons comptes sur Insta. Il y a plein de comptes à suivre aussi pour que lui fasse son travail et se renseigne. C'est pas aussi aux nanas de porter toute la charge sexuelle de l'information. Il y a plein le compte Merci beaucoup, tu vois, qui promeut, qui donne plein d'infos. Le CNU, enfin il y a plein de... Donc il fasse ses recherches sur le plaisir lui aussi. Et ouais. Est-ce que c'est ce que vous faites sur Hotline ? Ouais, qu'il écoute Hotline, qu'il suive les comptes de Miss Undergirl, de Naya, de Loon, de Laetitia. C'est quoi le principe de Hotline ? Pourquoi vous avez lancé ce podcast ? C'était Spotify et Nouvelles Écoutes qui voulaient former une bande de nanas qui parlent librement de sexualité. Et en fait, on se rendait compte qu'il y avait eu 10 foules, mais qu'en fait, les voix, les émissions radio sur le cul, c'était vachement des mecs, en fait, qui parlaient et qu'il y avait peu de bandes de meufs qui acceptent d'en parler comme ça et sur un ton léger, en fait, sur le ton aussi de la blague, de la loose, des ratés du cul, voilà, ensemble, ouais. C'est marrant. Ouais. J'ai eu plusieurs personnes là, qui me mettaient au fait, c'est génial Hotline. Écoute, on va prendre une petite dernière question. Est-ce que c'est ok si son mec regarde du porno ? Mais oui. Le gros sujet. Bien sûr. Après, ça dépend quel porno, tu vois. Ouais, et surtout, ça dépend comment ça l'impacte. Ouais. Parce que je pense que c'est quand même une des principales raisons pour lesquelles il y a des dissonances dans la vision du sexe aujourd'hui dans le couple entre l'homme et la femme. Ouais. C'est qu'en fait, l'homme a des attentes qui sont souvent un peu... oui. Pas irréaliste, mais tu vois, hyper mise en scène du sexe, parce que c'est ce sur quoi il s'est branlé clairement la veille. Alors que généralement les femmes regardent moins de porno ou sont pas excitées par le porno ou par le show ou voilà la mise en scène du porno, et donc du coup vont pas du tout avoir les mêmes besoins, quoi.
Ouais, il y a des meufs, et notamment des jeunes meufs, qui en consomment pas mal, quand même. Et après, il y a aussi différents types de porno, il y a aussi différents types de films. En fait, en recherchant, on tombe sur aussi d'autres scénarios, d'autres images. Je crois que c'est à la fois compliqué, dans le sens où il y a énormément de gens qui en consomment. Donc, ça sert à rien non plus d'avoir un discours trop de diaboliser, parce que c'est pas comme ça qu'on va non plus changer les choses. Je pense que ce qui est bien, c'est qu'ils regardent l'un dans l'autre. En fait, dans mon émission, justement, j'invite des humoristes et on regarde ensemble du porno, mais c'est pour décrire ensemble, sans montrer les images, ce qu'il y a parfois, exactement comme tu dis, de pratiques ou d'attentes irréalistes, de choses que l'on ne fait pas, de rigoler, voilà, des scénarios les plus absurdes, des situations qui nous paraissent pas spécialement excitantes. Ensuite, faut pas hésiter à ce qu'elle en parle. Moi aussi, j'ai eu des partenaires qui étaient addicts au porno, mais qui arrivaient quand même à faire en sorte qu'on avait une sexualité qui n'était pas forcément calquée sur les films que eux regardaient. Je pense que déjà on peut pas posséder l'autre en fait aussi. Enfin, tu vois, ça pose aussi cette question. Je crois qu'il y a quelque chose d'intime en fait entre soi, la manière, qu'est-ce qui nous excite. Je pense que elle est sexuelle, elle a lui. Enfin, ensuite il y a leur couple et parfois. Si le porno permet à lui d'évacuer, d'avoir des images excitantes, d'avoir un moment où il prend du plaisir, et ils n'ont pas forcément à se masturber ensemble tout le temps. Je veux dire, elle peut aussi, elle prendre du plaisir de son côté quand elle est seule, avec ce qui l'excite elle, et lui, parfois c'est du porno. Tant que c'est pas... dans le porno, il y a tout. Il y a des choses hyper problématiques et il y a des choses parfois ridicules mais réjouissantes. Je pense que c'est bien qu'ils en parlent. Peut-être qu'elle n'hésite pas à ce qu'ils en regardent un ensemble une fois et à ce qu'ils en discutent. En fait, peut-être qu'ils fassent des blagues et qu'ils voient dans quelle mesure ça crée une discussion ou pas. Je pense que ce qui est important, c'est la communication. En fait, là, dans ce message qu'on voit, c'est est-ce que c'est quelqu'un qui communique, tu vois, avec la personne avec qui elle est, que ce soit... tu vois, les gens se demandent souvent qu'est-ce que c'est tromper. Est-ce que c'est échanger un bisou à une soirée? Est-ce que c'est envoyer un DM? Est-ce que c'est liker une photo sur Instagram? Tu vois, mais je pense qu'à partir du moment où il y a de la confiance et de l'échange et ou du respect des limites de ce qui est de l'ordre de l'intimité de l'autre, en vrai, tout devrait bien se passer, quoi. Ok, trop chouette. Écoute, merci Rosa, je pourrais continuer longtemps parce que je trouve que tu fais une très bonne psychologue du cœur. Ça fait un peu courrier du cœur à l'ancienne, comme dans les magazines. Je vais te poser quand même quelques dernières questions, les petites dernières questions du podcast. Si tu avais une ressource à nous conseiller, une ressource qui t'a particulièrement plu, que ce soit un film, un livre, ça peut être aussi un spectacle, qu'est-ce que tu aurais envie de recommander aux personnes qui nous écoutent? Un livre, moi j'ai adoré lire King Kong Theory de Virginie Despentes, un classique qui m'a, avec des phrases qui résonnent encore. Un spectacle, celui de Thomas Poitvin, Les Perruques de Thomas, qui a aussi un compte Insta sur lequel il met des vidéos très très drôles. Un autre compte Instagram, celui de Barbara Butch, qui fait passer des messages magnifiques, et de pas hésiter aussi à aller à la Patchole, au but de Chaumont, les soirées où elle mixe, qui sont dingues, et ça fait du bien de danser. Un film ou une série récemment, qu'est-ce que j'ai vu qui m'a... Waouh, le classique Fleabag de Phoebe Waller-Bridge, une série que j'ai adorée. Et un film que j'aurais beaucoup aimé récemment. Moi j'ai adoré Tar, le film avec Cate Blanchett. De pas hésiter à le voir, je sais pas. Il est récent, non? Il vient. Et je pense qu'elle va avoir l'Oscar pour. C'est une performance d'actrice incroyable. Et le film pose plein de questions sur le pouvoir. Ok, ouais. Ça me donne envie. Écoute, merci. Normalement, les invités choisissent. Toi, tu nous as donné les 4, donc j'adore. Si tu pouvais entendre quelqu'un au micro d'InPower, qui est-ce que tu aimerais entendre? J'aimerais bien entendre Barbara Butch. Okay. Ouais. Cool. Je suis sûre qu'elle vous auriez énormément de choses à vous dire. Ok, je pense que j'ai beaucoup de choses en effet à apprendre d'elle, donc on fera ça. Et puis je vais te poser du coup la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie? Mettre des mots. Le pouvoir de sa vie, c'est beaucoup lié au langage, en fait, au fait de parler, d'échanger, de nommer. Tu vois, juste avant qu'on enregistre, tu m'as montré toutes les feuilles sur lesquelles t'écris. Pour moi, avoir du pouvoir dans sa vie, c'est pouvoir s'exprimer, en fait. Et ça, je trouve que c'est la plus grande liberté. Enfin, c'est hyper précieux. Et dès que déjà on peut poser des mots à soi,
eh ben, on a déjà un peu repris le pouvoir. J'aime beaucoup. Virginia Woolf, would approve. Merci Rosa. Écoute, pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent en savoir plus sur toi, qui veulent venir te voir, où est-ce que tu veux qu'on les redirige ? Sur mon Instagram, il y a toutes les infos. Et donc, je mets le lien vers mon site internet sur lequel les gens peuvent réserver pour le spectacle, que ce soit à Paris ou en tournée. Voilà, les gens peuvent écouter mon podcast Les mecs que je veux ken, regarder l'émission l'un dans l'autre sur YouTube et ne pas hésiter à lire mon livre aussi Les mecs que je veux ken. Trop bien, je mettrai tout ça dans les notes du podcast. Et alors, quelqu'un m'a demandé récemment par mail où étaient les notes du podcast. En fait, les notes du podcast, c'est la description de l'épisode. Donc après la description et le court résumé de l'épisode, vous avez tous les liens. Voilà. Merci Rosa, à très Merci vite. Louise.